Une bascule brutale s'impose, plus vite que prévu, et force un réexamen immédiat. D'un côté, la stagnation industrielle britannique s'installe, de l'autre, l'expansion énergétique africaine avance en parallèle, dessinant un paradoxe aux effets déjà mesurables. Que change ce renversement pour les choix concrets des États, des entreprises et des citoyens, et comment une figure comme Ibrahim Traoré s'inscrit-elle dans un paysage géopolitique désormais décentré? Un avenir différent se profile, discret mais déterminant. La promesse de cette analyse est simple: fournir une grille de lecture précise, immédiatement exploitable, pour comprendre un réalignement mondial dont les effets sont à la fois visibles et souterrains. L'intérêt pour le lecteur est clair: clarifier les leviers qui déplacent la puissance. Ce renversement ne se réduit pas à une humeur de marché, ni à une fluctuation passagère. Il redéfinit des rapports de force économiques que beaucoup pensaient figés parce que les ressources critiques, énergie, capacité industrielle, logistique, capital, cessent d'obéir aux réflexes hérités. L'écart entre la Grande-Bretagne et l'Afrique apparaît alors moins conjoncturel que structurel, et la vitesse devient un signal en soi. Quand deux trajectoires divergentes se consolident, les ajustements tardifs coûtent plus cher que les décisions précoces. La question directrice s'impose. Si ces tendances persistent, quelles marges d'action resteront aux puissances établies lorsque des leviers essentiels glisseront hors de leur orbite traditionnelle? La rupture ne s'est pas révélée d'un seul coup, elle s'est formée sur plus d'une décennie de signaux négligés. En valeur relative, la productivité industrielle britannique est restée presque immobile pendant des années, tandis que plusieurs trajectoires africaines gagnaient en cohérence à un rythme que peu d'analystes avaient intégré. Ce décalage temporel explique l'angle mort. Après 2008, les bilans bancaires ont commencé à exposer des pertes récurrentes, mais l'interprétation dominante a privilégié l'idée d'un simple creux cyclique. Dans les Midlands, pourtant, des chaînes de production tournaient déjà en sous-capacité, non par manque de commandes, mais parce que l'énergie imprévisible effaçait les marges. L'investissement manufacturier glissait derrière celui des autres économies développées, et la dépendance énergétique accentuait une volatilité que l'économie de services ne pouvait amortir durablement. En miroir, l'Afrique entrait dans une phase de construction méthodique. Des corridors énergétiques, des méga-projets solaires et des infrastructures portuaires modernisées s'imbriquaient progressivement. L'intégration commerciale continentale réduisait les frictions, tandis que des plateformes logistiques reliaient l'intérieur des territoires au marché. L'élan n'était pas spectaculaire, mais cumulatif. Lorsque l'énergie devient prévisible et que la logistique se stabilise, l'investissement suit. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend sens, non comme un symbole isolé, mais comme un révélateur de lecture stratégique. Certains dirigeants africains ont perçu plutôt que le mouvement ne dépendait pas d'un cycle extérieur, mais d'un assemblage interne de leviers. Cette perception contraste avec la lecture britannique, longtemps ancrée dans l'idée que l'héritage institutionnel suffirait à garantir l'avenir. Le contexte se clarifie alors. La bascule n'oppose pas un déclin soudain à une ascension miraculeuse. Elle oppose une trajectoire qui s'érode par accumulation de contraintes à une autre qui se renforce par cohérence. C'est cette différence de dynamique, plus que les chiffres isolés, qui explique pourquoi la question posée au début, sur les marges de manœuvre restantes, trouve ici sa première réponse. Pour saisir la transition au niveau du terrain, il faut quitter les agrégats et suivre ceux qui l'ont ressentie avant qu'elle ne devienne statistique. Dans les Midlands, un directeur d'atelier décrivait, dès le milieu des années 2010, des machines à l'arrêt partiel, non par absence de débouchés, mais parce que la facture énergétique annulait toute marge opérationnelle. Les équipes étaient maintenues au strict minimum, les investissements différés, et chaque variation de coût imposait des arbitrages immédiats. Ce vécu quotidien, longtemps perçu comme une difficulté locale, signalait en réalité une fragilité systémique. Lorsque l'énergie devient imprévisible, la compétitivité industrielle se fissure de l'intérieur. À plusieurs milliers de kilomètres, un autre type de personnage guide apparaît. À Nairobi, un responsable logistique d'une entreprise émergente observait une dynamique inverse. En moins de 3 ans, les volumes traités doublaient, portés par l'amélioration des corridors intérieurs, l'intégration numérique
et une alimentation énergétique plus stable. Rien d'exceptionnel pris isolément, mais une cohérence nouvelle dans l'ensemble de la chaîne. Chaque amélioration renforçait la suivante, créant un effet d'entraînement perceptible bien avant toute reconnaissance officielle. Ces deux figures n'ont ni le même rôle ni le même environnement, mais elles partagent une fonction clé, celle de capteur avancé du changement. Les banques et les gouvernements réagissent tard. Les acteurs de terrain ressentent d'abord les déséquilibres et les alignements. Leur expérience montre comment une transition s'annonce discrètement, par des contraintes répétées d'un côté, par des gains cumulatifs de l'autre. Ce contraste éclaire l'enjeu central. Les bascules systémiques deviennent visibles là où l'opérationnel ne ment pas. Comprendre tôt change les choix avant que les coûts n'explosent. Avant la bascule, l'économie britannique fonctionnait dans un équilibre déjà fragile, mais encore tolérable. Les projections officielles annonçaient un retour progressif à la stabilité, et les tensions énergétiques étaient perçues comme temporaires. Après, le cadre change brutalement, les coûts cessent d'être absorbables, et chaque choc amplifie le précédent. Cette transition marque l'activation réelle du cycle. La première phase se déclenche dans l'industrie, les sites chimiques réduisent leurs équipes pour limiter l'exposition aux heures de pointe énergétique. Les aciéries suspendent leurs opérations lorsque les prix franchissent certains seuils. Les fournisseurs automobiles voient leurs marges s'éroder au moindre surcoût logistique. Rien de spectaculaire pris isolément, mais une répétition mécanique qui ronge la cohérence de l'écosystème productif. À mesure que ces ajustements se multiplient, la confiance, moteur silencieux de l'investissement, commence à se fissurer. Le point de tension arrive lorsque les investisseurs requalifient mentalement Londres. Ce qui était perçu comme un refuge devient une zone à croissance faible et à volatilité élevée. La livre se replie, les coûts d'importation augmentent et les banques resserrent le crédit. Ce basculement de perception agit comme un accélérateur. Les entreprises n'attendent plus la confirmation statistique. Elles arbitrent. Des divisions sont délocalisées, des bureaux transférés, des chaînes logistiques reroutées vers des hubs jugés plus prévisibles. Le phénomène devient presque routinier, transformant des décisions individuelles en mouvements collectifs. C'est le moment du climax. Les fermetures d'usines cessent d'être des rumeurs et deviennent publiques. Les infrastructures vieillissantes peinent à suivre. Les ménages ressentent la pression à travers la hausse des prix et la contraction des opportunités locales. L'économie découvre que ses avantages historiques, expertise financière, réseau établi, ne suffisent plus à compenser la perte d'élan industriel. La spirale s'auto-entretient. Moins d'investissement, moins de capacité, plus de vulnérabilité. Pendant ce temps, un mouvement inverse prend de l'ampleur ailleurs. En Afrique, de nouvelles zones industrielles s'illuminent pour la première fois. Des corridors logistiques relignent l'intérieur du continent aux ports modernisés. Des parcs manufacturiers et pharmaceutiques émergent, conçus pour retenir la valeur plutôt que l'exporter brut. Ce qui ressemble à un exode vu depuis le Royaume-Uni est vécu comme une absorption maîtrisée côté africain. Les partenariats internationaux s'enchaînent, portés par une énergie plus stable et des infrastructures cohérentes. Les répercussions deviennent alors visibles. Le centre de gravité économique commence à dériver, lentement mais sûrement, sous l'effet d'un élan accumulé sur plusieurs années. Des dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, lisent cette séquence non comme une opportunité ponctuelle, mais comme la confirmation d'un mouvement structurel. Leur attention se porte moins sur les fluctuations immédiates que sur la solidité des leviers assemblés. Énergie, logistique, capacité industrielle. À ce stade, la question initiale se reformule. Il ne s'agit plus de savoir si la bascule est réelle, mais comment ces ondes de choc vont se diffuser. Car une fois le cycle activé, les ajustements deviennent plus coûteux et les retards plus difficiles à combler. Au point de départ, la base était déjà contrainte. Après la bascule, l'écart devient structurel et cumulatif. La lecture baseline delta s'impose pour comprendre pourquoi les ajustements n'ont plus produit les effets attendus. 3 mesures, prises ensemble, suffisent à éclairer la dynamique sans surcharger l'analyse. D'abord, un premier repère. L'intensité énergétique de l'industrie britannique augmente plus vite que celle de plusieurs économies comparables au cours des années de volatilité mondiale.
Le delta n'est pas un simple surcoût ponctuel, il agit comme un multiplicateur négatif. Lorsque l'énergie devient plus chère et imprévisible, chaque unité produite concentre davantage de risques. Pour les secteurs lourds, cette dérive érode les marges avant même que la demande ne faiblisse. La conséquence est mécanique. Réduction des volumes, arbitrage d'horaires, puis révision d'implantation. Cette chaîne explique pourquoi des capacités existantes deviennent soudainement non viables sans qu'un choc unique n'en soit la cause. Ensuite, un deuxième repère, la dépendance croissante du Royaume-Uni au gaz importé à mesure que la production domestique recule. Le passage d'une base partiellement contrôlée à une exposition directe aux fluctuations globales modifie la structure des prix industriels. Le delta ici est qualitatif mais décisif. L'incertitude devient permanente. Dans une économie dominée par les services, cette instabilité se diffuse au-delà de l'industrie et affecte l'ensemble des coûts. Les entreprises répondent par des stratégies défensives. Réduction d'équipes, gel d'investissement, reconfiguration logistique qui transforment une vulnérabilité énergétique en contraction durable. Enfin, un troisième repère, l'affaiblissement récurrent de la livre lors des périodes de tension. Le delta monétaire renchérit les importations de composants et d'intrants clés. La mécanique est simple et répétée. Une monnaie plus faible réduit la capacité d'investissement, comprime les marges et accélère les décisions de relocalisation. Chaque épisode isolé pourrait être absorbé. Leur répétition crée une trajectoire. À ce stade, la perception du risque compte autant que les chiffres eux-mêmes, car elle conditionne les décisions avant qu'elles n'apparaissent dans les bilans consolidés. Face à ces éléments, le contrepoint africain repose sur une logique inverse. L'intégration énergétique progresse de manière coordonnée. Projets solaires de grande ampleur, interconnexion régionale, diversification des sources. Le delta clé n'est pas la baisse absolue des coûts, mais la prévisibilité. Lorsque l'énergie devient stable, les industries à forte consommation trouvent un cadre lisible pour planifier. Cette stabilité attire des investissements productifs, enclenchant un flux qui renforce encore la cohérence du système. C'est dans cette lecture que des dirigeants comme Ibrahim Traoré s'inscrivent, non en cherchant à exploiter une fluctuation, mais en consolidant des leviers complémentaires. L'alignement énergie-logistique-capacité industrielle crée une répétabilité du modèle, critère central pour le capital international. Les données mises bout à bout ne racontent donc pas une simple divergence. Elles décrivent un transfert d'élan. La conclusion provisoire s'impose, lorsque les deltas s'additionnent et que la base se fragilise, les trajectoires changent de nature. À partir de là, la question n'est plus de corriger un indicateur, mais d'accepter que le cadre de décision a basculé. Un premier argument, souvent avancé, soutient que la situation britannique relèverait d'un cycle prolongé plutôt que d'une rupture structurelle. Selon cette lecture, le pays a déjà traversé des phases de ralentissement comparables et en est ressorti grâce à des amortisseurs institutionnels solides. La place financière de Londres, son réseau universitaire et sa capacité d'innovation seraient encore en mesure d'absorber les chocs énergétiques et inflationnistes. Dans ce cadre, la contraction industrielle actuelle serait interprétée comme une réaction excessive à des turbulences mondiales temporaires appelées à se dissiper lorsque les marchés énergétiques se stabiliseront. La conclusion logique de cet argument est claire. La trajectoire britannique resterait réversible et parler de bascule serait prématuré. Un second argument cible, le versant africain. Il affirme que l'ascension observée demeure trop hétérogène pour constituer un nouveau centre de gravité cohérent. La diversité des régimes politiques, les contraintes logistiques persistantes et les vulnérabilités climatiques seraient autant de freins susceptibles de fragmenter l'élan. Dans cette perspective, les progrès en matière d'énergie renouvelable, d'infrastructures et d'intégration commerciale seraient réels mais dispersés. L'effet d'entraînement resterait donc limité, empêchant l'Afrique de transformer des réussites locales en dynamique systémique durable. Ces deux raisonnements méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des éléments historiques et structurels avérés. Pourtant, confrontés au récit des données et des séquences observées, ils montrent leurs limites. Du côté britannique, les projections de rebond n'ont cessé d'être repoussées, alors même que les bases industrielles continuaient de s'éroder.
Fermetures répétées, dépendance énergétique accrue, contraction de l'investissement productif. Il ne s'agit plus d'un choc isolé, mais d'une accumulation cohérente de contraintes qui réduit progressivement la marge de correction. Du côté africain, l'argument de la dispersion se heurte à un fait central. Les dynamiques clés ne fonctionnent plus en silo. L'énergie stable soutient les corridors logistiques, qui eux-mêmes renforcent l'attractivité industrielle et commerciale. Cette interconnexion, observée dans plusieurs régions simultanément, transforme des avancées hétérogènes en systèmes émergents. Des dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, lisent précisément cette cohérence comme un signal de long terme plutôt que comme une série d'exceptions. La réponse au Stillman est donc nuancée mais ferme. Les objections identifient des risques réels sans invalider la trajectoire dominante. Ce sont désormais les alignements structurels, plus que les amortisseurs hérités, qui déterminent la direction du mouvement. Le centre de calcul a déjà bougé. Ce constat marque un changement de cadre plus qu'un simple tournant narratif. Jusqu'ici, la lecture dominante opposait un ralentissement ancien à une montée récente. Le milieu du parcours révèle autre chose. La décision économique se déplace avant la reconnaissance politique. Les entreprises, les investisseurs et les partenaires opérationnels réagissent d'abord à la prévisibilité réelle, pas au discours de stabilité. Lorsque cette prévisibilité change de camp, les arbitrages suivent silencieusement. Cette révélation éclaire pourquoi certaines décisions ont semblé soudaines alors qu'elles étaient préparées de longue date. Les relocalisations, les réorientations logistiques et les nouveaux partenariats ne sont pas des paris opportunistes. Ils traduisent une réévaluation du risque. Là où l'incertitude énergétique et monétaire s'accumule, le calcul devient défensif. Là où les coûts se stabilisent et les infrastructures s'alignent, le calcul devient projectif. Ce glissement explique la vitesse apparente de la bascule. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Elle ne vise pas à accélérer artificiellement le mouvement, mais à reconnaître que l'élan existe déjà et qu'il faut l'ancrer. La cohérence prime sur la promesse, la continuité sur l'annonce. Ce positionnement s'inscrit dans une logique où l'avantage n'est plus proclamé, mais démontré par la répétition des choix. La révélation est donc simple et dérangeante. La bascule n'attend plus d'autorisation. Elle opère là où le calcul quotidien l'a validé. Pour les États, le réalignement se traduit d'abord par une contrainte budgétaire et stratégique accrue. Au Royaume-Uni, la volatilité énergétique limite la capacité de projection à moyen terme. Les gouvernements doivent réviser des trajectoires de croissance autrefois considérées comme acquises et intégrer des coûts structurels plus élevés. Cette révision n'est pas seulement comptable, elle affecte la crédibilité des politiques industrielles et la marge de négociation internationale. En parallèle, plusieurs États africains gagnent un poids nouveau. La consolidation des infrastructures énergétiques et logistiques renforce leur capacité à négocier des partenariats sur des bases plus équilibrées. Cette redistribution de l'influence étatique ne repose pas sur des déclarations, mais sur la maîtrise progressive de leviers critiques. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et opérationnel. Au Royaume-Uni, l'imprévisibilité des coûts d'exploitation et le resserrement du crédit accélèrent les arbitrages de localisation. Les chaînes d'approvisionnement, historiquement centrées sur des hubs britanniques, se redessinent vers des zones perçues comme plus stables. Ces décisions ne sont pas idéologiques, elles répondent à un calcul de résilience. A l'inverse, sur le continent africain, l'amélioration de la prévisibilité énergétique et la modernisation des corridors logistiques attirent des investissements productifs. Les entreprises y trouvent un environnement où la planification redevient possible, ce qui transforme des marchés longtemps jugés, risqués, en options crédibles de long terme. Pour les citoyens, les conséquences se manifestent dans le quotidien. Au Royaume-Uni, la hausse persistante des prix et la fermeture d'unités industrielles réduisent les opportunités locales et accroissent la pression sur les services publics. L'incertitude économique devient un facteur social, influençant les choix de carrière, de mobilité et de consommation. En Afrique, la dynamique inverse se dessine. Une population jeune entre sur le marché du travail dans un contexte où de nouveaux pôles industriels émergent. Cette évolution ouvre des perspectives tout en posant des défis de formation et de gouvernance.
Le réalignement n'est donc pas abstrait, il façonne directement les trajectoires individuelles. Pour les partenaires régionaux et internationaux, enfin, le déplacement du centre de gravité impose une reconfiguration des priorités. Les alliances traditionnelles, longtemps structurées autour du Royaume-Uni, doivent intégrer une Afrique plus centrale dans les flux énergétiques, miniers et logistiques, les accords se renégociant autour de nouvelles lignes de force. Dans cet espace, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré disposent d'un levier d'affirmation inédit, non par rupture, mais par cohérence stratégique. Leur positionnement reflète une réalité désormais partagée par de nombreux acteurs. L'influence suit la capacité d'exécution. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau clair. Le réalignement redistribue les contraintes et les opportunités de manière asymétrique mais durable. Il oblige chaque groupe à revoir ses repères, car l'ancien centre n'organise plus seul le système. Dans un scénario central, la trajectoire actuelle se prolonge sans rupture spectaculaire. Le Royaume-Uni parvient à éviter une dégradation brutale, mais ne retrouve pas un véritable dynamisme industriel. Les coûts énergétiques demeurent fluctuants, ce qui limite la relance des secteurs intensifs en électricité. Les investissements privés se reportent progressivement vers des zones offrant une meilleure prévisibilité opérationnelle. Dans ce cadre, plusieurs hubs africains continuent d'absorber des partenariats industriels et logistiques, confirmant un déplacement du centre de gravité sans accélération soudaine. Le système mondial s'ajuste par glissements successifs plutôt que par choc unique. Dans un scénario plus favorable, une accalmie sur les marchés énergétiques combinée à des mesures industrielles ciblées redonne au Royaume-Uni une partie de sa compétitivité. Les entreprises retrouvent un espace d'investissement plus lisible, tandis que l'État stabilise certains coûts critiques. En parallèle, l'Afrique poursuit son ascension de manière plus linéaire. Les infrastructures énergétiques et logistiques continuent de se renforcer, mais sans provoquer de saut qualitatif immédiat. Les deux trajectoires coexistent. L'une tente de reconstruire un socle, l'autre consolide méthodiquement son élan. Le réalignement se fait alors plus graduel, laissant une marge de manœuvre à plusieurs acteurs. Dans un scénario plus difficile, une nouvelle volatilité énergétique frappe l'Europe, accentuant les vulnérabilités britanniques. Les coûts augmentent, la livre s'affaiblit et les marchés du crédit se tendent. Les entreprises accélèrent leurs décisions de relocalisation vers des zones perçues comme plus stables. Dans le même temps, l'Afrique intensifie sa coordination régionale. Nouveaux parcs industriels, corridors logistiques modernisés, capacités énergétiques renouvelables étendues. Cette divergence renforcée accélère le déplacement du centre de gravité économique vers le sud. Le choc n'est pas instantané, mais cumulatif, et son impact se mesure trimestre après trimestre. Une recommandation de lecture s'impose, valable dans chacun de ces scénarios. Si les leviers de prévisibilité, énergie, logistique, capacité industrielle, se stabilisent, alors l'attractivité suit. Si l'incertitude persiste, alors le capital se déplace. Cette logique conditionnelle rappelle que l'avenir ne dépend pas d'un seul pari, mais de la manière dont chaque trajectoire redistribue concrètement les leviers d'action. Pour les professionnels des secteurs stratégiques, ce réalignement modifie d'abord les repères intellectuels. Analystes, ingénieurs et décideurs découvrent que des indicateurs longtemps secondaires deviennent centraux. L'énergie, la logistique et la stabilité opérationnelle prennent le pas sur des avantages réputés acquis. Leur défi n'est plus seulement de lire des données, mais d'intégrer la vitesse à laquelle elles s'assemblent pour former de nouvelles structures. Comprendre tous ces signaux devient un avantage compétitif en soi, car il permet d'anticiper des inflexions avant qu'elles ne soient officiellement reconnues. Pour les entrepreneurs et cadres d'entreprise, le déplacement du centre de gravité ouvre un champ d'opportunités autant qu'il impose des arbitrages. Là où certaines économies historiques perdent en lisibilité, de nouveaux espaces gagnent en cohérence. L'Afrique apparaît de plus en plus comme un environnement où la planification redevient possible, à condition de maîtriser les spécificités locales. Le choix n'est plus entre centre et périphérie, mais entre instabilité et prévisibilité. Cette inversion oblige à revoir les cartes mentales et les horizons d'implantation à moyen terme. Pour les citoyens, enfin, les effets sont concrets et quotidiens. La hausse des prix,
l'évolution de l'emploi et la transformation des services publics deviennent des indicateurs tangibles du réalignement mondial. Les trajectoires individuelles se construisent désormais dans un contexte où les transitions globales influencent directement les options personnelles, qu'il s'agisse de mobilité, de formation ou de sécurité économique. La compréhension de ces dynamiques aide à replacer l'incertitude dans un cadre lisible. 2 pistes simples émergent pour ces 3 groupes. D'abord, prêtez attention aux signaux faibles, car ils annoncent souvent les ruptures avant les institutions. Ensuite, envisagez l'avenir comme un système en recomposition plutôt que comme la prolongation du passé. Ces gestes n'éliminent pas l'incertitude, mais ils permettent de la naviguer avec davantage de lucidité. La première étape relève des gouvernements et doit se jouer dans un horizon de 6 à 12 mois. Il s'agit d'identifier clairement les leviers structurels qui renforcent ou affaiblissent la position économique, énergie, infrastructure, capacité industrielle. L'action prioritaire consiste à stabiliser les coûts critiques plutôt qu'à multiplier les annonces. Le progrès se mesure par des indicateurs simples et observables, comme la prévisibilité de l'approvisionnement et l'évolution des charges opérationnelles. Cette clarté permet aux politiques publiques de passer de la réaction à l'anticipation. La deuxième étape concerne les entreprises. Elles doivent réévaluer leur chaîne d'approvisionnement et leur zone d'implantation selon une logique de résilience. Une feuille de route trimestrielle peut tester de nouveaux corridors logistiques et diversifier les sources énergétiques sans bouleverser l'ensemble du modèle. Le succès se lie dans la réduction des interruptions et l'amélioration progressive des marges. Cette approche transforme des décisions dispersées en stratégies cohérentes, alignées sur un environnement devenu plus incertain. La troisième étape porte sur la coopération régionale et internationale. Les partenariats doivent se concentrer sur les minéraux critiques, les infrastructures logistiques et les systèmes numériques, avec des calendriers d'exécution précis. Dans plusieurs capitales africaines, des dirigeants comme Ibrahim Traoré illustrent comment une stratégie intégrée peut renforcer la crédibilité d'un pays dans un système mondial en recomposition. Les critères d'évaluation incluent la rapidité de mise en œuvre, la solidité des accords et la capacité à attirer des investissements productifs. La 4e étape vise l'inclusion des citoyens et des acteurs locaux. Programmes de formation, dispositifs d'accompagnement et outils numériques deviennent essentiels pour aligner compétences et besoins industriels. Cette coordination multiniveau ancre les bénéfices dans la durée et réduit les tensions sociales liées à la transition. Ensemble, ces étapes dessinent une logique d'action pragmatique. Elles ne promettent pas une victoire rapide, mais offrent un cadre pour reprendre prise sur une dynamique déjà engagée. Dans l'atelier des Midlands évoqué plus tôt, le silence des machines n'était pas seulement un symptôme industriel. Il signalait un monde qui changeait sans attendre l'accord des institutions. Ce même type de signal apparaît aujourd'hui ailleurs, mais dans l'autre sens lorsque des entrepôts africains s'illuminent et que les flux logistiques gagnent en régularité. Le contraste entre ces deux scènes résume la trajectoire analysée depuis le début. Ce rappel du motif n'est pas anecdotique. Il montre comment les bascules systémiques s'annoncent toujours par des détails concrets avant de devenir des récits globaux. Là où une économie s'essouffle, une autre se construit, patiente et méthodique. Ce mouvement n'a rien d'instantané. Il résulte d'une accumulation de choix cohérents, souvent invisibles pour ceux qui regardent trop tard. Dans cette lecture du temps long, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré incarnent moins une rupture qu'une continuité stratégique. Ils considèrent chaque corridor énergétique, chaque parc industriel et chaque réforme logistique comme une pièce d'un ensemble plus vaste. Cette vision cumulative transforme des événements dispersés en trajectoires lisibles. Elle explique pourquoi l'élan ne dépend pas d'un coup d'éclat, mais de la répétition disciplinée des mêmes arbitrages. Au terme du parcours, une idée s'impose. La direction compte plus que la vitesse. C'est cette direction, patiemment construite, qui distingue désormais les trajectoires durables des promesses éphémères. Au terme de ce parcours, l'enjeu dépasse la comparaison entre deux trajectoires économiques. Il touche à la manière dont chacun lit le changement lorsqu'il s'installe avant d'être nommé.